Bonjour à tous. Merci de nous retrouver pour ce troisième atelier de la journée sur le campus Amérique du Nord pour la 7e édition de BIG. Donc après les États-Unis, on part cette fois-ci au Canada et j'ai le plaisir pour cela d'accueillir deux conseillers économiques de l'ambassade du Canada à Paris, donc Monsieur Nicolas Lepage et Monsieur Guillaume Boissy. Et donc la thématique de cet atelier sera sur la mobilité durable et donc comment exploiter les opportunités de l'écosystème canadien pour la mobilité durable. Et donc pour nous en parler, je vais laisser la parole à Nicolas Lepage. Merci beaucoup. Merci Hélène. C'est un plaisir de vous retrouver en personne et non derrière un écran. L'avantage qu'on a de parler après Frédéric, c'est qu'il a déjà bien mis la table en parlant du Canada et surtout en parlant bien du Canada. La présentation aujourd'hui va se faire en deux temps. La première partie, on va parler de pourquoi le Canada, penser Canada. Et la deuxième partie, mon collègue Guillaume vous parlera vraiment des opportunités qu'on voit sur la mobilité durable et pourquoi la mobilité durable et pourquoi vous devriez vous intéresser au Canada dans le contexte de la mobilité durable. Je ne suis pas ici pour faire un cours de géographie ni d'histoire sur le Canada, mais la première réalité, c'est que le Canada, c'est un grand pays. C'est un pays où on retrouve plusieurs écosystèmes et ces écosystèmes sont différents, que ce soit sur l'Est, au Québec, en Ontario ou dans l'Ouest. Chacun de ces écosystèmes ont leur propre force, ont leur propre... il n'y a personne qui m'entend. OK. Donc, c'est chaque écosystème qu'on retrouve au Canada ont leur propre force et c'est la première considération lorsque vous regardez le Canada, c'est vraiment de bien cibler où vous voulez vous engager, où vous voulez vous implanter. Entre le Canada et la France, il y a une relation bilatérale qui est extrêmement importante, qui est historique et qui continue à s'approfondir autant sur des coopérations scientifiques, des coopérations en innovation, qu'au niveau politique et évidemment commercial. Pendant la pandémie, le Canada a même continué d'augmenter ses exportations vers la France, exportations surtout de marchandises, de biens. Évidemment, les services ont diminué parce qu'il y avait moins de touristes, moins d'étudiants, moins d'engagement au niveau des touristes, mais cette relation bilatérale, elle est forte, elle est croissante et elle continue d'augmenter. On est ici pour parler du Canada et pourquoi le Canada. On a déjà au Canada une très grande présence française. Plus de 575 groupes français sont implantés au Canada avec plus de 1300 filiales représentées à travers le Canada. Évidemment, la grande majorité se retrouve au Québec, mais on en retrouve partout. On retrouve des groupes, des grands groupes, des ETI, mais essentiellement beaucoup de PME, beaucoup d'entreprises qui sont en développement s'intéressent au Canada. Donc, vous êtes les bienvenus. Sur cette diapo, on voit certains des grands noms, certains des noms que vous pouvez reconnaître. Ce que j'aime avec cette diapo, c'est qu'il y a encore beaucoup d'espace pour des logos. Donc, on attend d'avoir dans la prochaine édition de cette présentation, votre logo sur cette diapo. Rapidement, pourquoi le Canada? Je pense que Frédéric, dans la présentation précédente, a parlé des avantages, des clés, des opportunités sur le Canada. On résume souvent en 5-6 facteurs pourquoi le Canada est important et pourquoi on doit considérer le Canada. Ces 6 facteurs, on peut les résumer de façon succincte. Premièrement, une stabilité macroéconomique. C'est important lorsque vous regardez à une expansion internationale, lorsque vous regardez des nouveaux marchés, d'aller vers des pays, vers des destinations qui sont stables économiquement. La stabilité, comme on l'a vu, n'est pas que économique. La géopolitique est aussi importante et la stabilité politique. Souvent, on regarde ce qui s'est passé dans notre voisin du Sud au cours des dernières années où les changements de gouvernement, par exemple, amènent des changements dans les directions
questions politiques, les politiques économiques, politiques commerciales. Le Canada a cette stabilité et ça nous a amené à cette stabilité macroéconomique. Le deuxième point qui est important, c'est l'environnement d'affaires. Le Canada, année après année, est classé dans les meilleurs pays où c'est facile de développer ses affaires, où c'est facile de s'implanter. Souvent, on utilise, par exemple, des indicateurs comme la facilité de créer une entreprise au Canada. Généralement, en moins d'une semaine, 1,5 jours qu'on dit, mais disons en moins d'une semaine, quelques procédures et vous avez une entreprise d'enregistrer et vous êtes prêt à faire affaire au Canada. Vous pouvez vous enregistrer dans une province, vous pouvez vous enregistrer sur le territoire fédéral, mais ça vous permet de faire affaire au Canada, mais pas que au Canada, on va y revenir. Troisième partie qui est importante lorsqu'on regarde une implantation à l'étranger, c'est la qualité, la disponibilité de la main-d'œuvre. Au Canada, autant des gens techniques que dans d'autres métiers, dans des métiers de technologie, parce que beaucoup, ce qu'on cherche en ce moment, c'est d'identifier des talents. Et on a ces talents au Canada où il y a plusieurs programmes qui sont disponibles pour faire venir ces talents. Et évidemment, la France est un bassin important de sources de talents qu'on retrouve aussi au Canada, que ce soit des étudiants qui vont décider de rester ou des gens, des talents français qui vont décider d'aller vers le Canada. Mais ce n'est pas que non plus les talents français, c'est les talents mondiaux qu'on retrouve au Canada. Une main-d'œuvre qui est aussi très multiculturelle, très diversifiée. Donc, quand vous êtes au Canada, ça vous permet aussi d'avoir un accès à ces autres cultures, à vous aider dans un développement qui est plus international. Le quatrième facteur souvent qu'on va utiliser ou qu'on va mentionner, c'est l'innovation. L'innovation, c'est un mot qui peut englober plein d'éléments, mais les écosystèmes d'innovation, que ce soit sur l'intelligence artificielle, l'intelligence artificielle, par exemple, on la retrouve dans plusieurs de nos clusters, que ce soit sur Montréal, sur Toronto, sur Edmonton, sur Vancouver, des sujets de cybersécurité, des sujets, comme on parle aujourd'hui, de mobilité durable. Donc, on retrouve beaucoup de ces écosystèmes qui ont leur propre vie, qui ont leur propre talent, qui ont leur propre organisme, qui ont leur propre institution et qui représentent un des attraits les plus importants du Canada où les gens se retrouvent pour faire ce développement technologique, trouver des partenaires technologiques ou faire de la R&D, des projets de co-innovation, et ainsi de suite. Donc, il y a plusieurs options, puis on pourra en reparler. Cinquième facteur, parce que je vois que le temps passe rapidement, puis sur l'innovation, on pourrait en parler longuement. Ici, j'ai deux collègues qui sont aussi de l'ambassade qui ne couvrent que ces thématiques d'innovation. Sandrine Caduc qui est là, et j'ai un autre collègue, François Gauthier, qui doit être à quelque part ici dans la salle. Donc, si vos ambitions vers le Canada touchent plus l'innovation, il ne faut pas hésiter de leur parler, ils pourront vous référer aux bonnes personnes. Cinquième facteur qui est important de considérer, c'est l'accès au marché. Le Canada est très bien placé, géographiquement et avec ses accords de libre-échange pour accéder au marché américain. Donc, quand vous êtes au Canada, vous pouvez être basé au Canada et avoir accès, que ce soit pour exporter des biens, des services vers les États-Unis ou le Mexique. Mais aussi, le Canada a 14 accords de libre-échange, dont le CETA avec l'Union européenne, mais aussi plusieurs autres accords, dont avec les pays de l'Asie-Pacifique, qui vous permettent d'accéder à différents pays, comme le Japon, comme certains pays de l'ASEAN, la Corée ou d'Amérique latine. Donc, ces accords de libre-échange, une fois que vous êtes au Canada, vous permettent d'accéder à ces marchés. C'est une notion qui est aussi importante. Dernier facteur qui est de plus en plus important, c'est la qualité de vie. On
l'a vu durant la pandémie, les gens vont de plus en plus favoriser le télétravail. C'est un élément qui est important d'avoir l'espace, de pouvoir avoir un équilibre entre notre vie professionnelle, vie personnelle, et le Canada le permet. Beaucoup de gens maintenant délaissent les centres, vont vers les régions plus rurales pour télétravailler à partir de ces endroits. Mais au-delà de ça, le Canada, année après année, comme pays juste, sécuritaire, c'est un pays qui a, je pense, une très bonne réputation, mais surtout une très belle qualité de vie. Et les gestionnaires, les gens qui veulent faire de l'innovation, les talents recherchent de plus en plus ces éléments pour développer, pour pouvoir être à un endroit où il fait bon vivre. Donc, tous ces facteurs font que la proposition Canada, elle est intéressante. Aujourd'hui, on veut parler davantage de la mobilité durable. On voit beaucoup d'opportunités associées à ce secteur. Le collègue Guillaume va vous en parler. On pourra répondre à vos questions plus précises après. Merci. Merci. Alors, bonjour à tous et à toutes. Donc pour continuer vraiment sur ce dont a initié Nicolas, en fait l'idée d'aujourd'hui c'était de vous présenter l'écosystème donc de la mobilité durable, les opportunités. Et pourquoi ce thème parce que à la fois c'est une thématique importante en fait au Canada, je dirais dans l'objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et puis au-delà de ça c'est un secteur sur lequel on voit des opportunités pour les entreprises françaises dans plusieurs de ces thématiques. Au niveau du contexte, pour remettre ça un petit peu en contexte, dans le cadre des accords de Paris, donc le Canada s'est engagé à réduire d'ici 2030 ses émissions de gaz à effet de serre de 30% par rapport au niveau de 2005, avec une cible de zéro émission nette à atteindre donc d'ici l'année 2050. Donc pour atteindre cela, il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place, et notamment dans le secteur de la mobilité. La première chose, c'est d'abord de promouvoir un transport propre. Ça veut dire offrir plus d'options de transport en commun, rendre les véhicules à zéro émission plus abordables, investir dans plus de bornes de recharge de véhicules électriques à travers le pays. Le gouvernement du Canada s'est investi à compter de cette année 2,75 milliards de dollars sur 5 ans pour soutenir justement ce plan d'électrification des autobus de transport en commun, des autobus scolaires, l'achat de 5000 bus à zéro émission, la construction d'infrastructures de soutien donc pour soutenir donc ce développement, et puis également des infrastructures de recharge, et puis de la modernisation des installations. Donc ça c'est vraiment au niveau de l'utilisation. Également, il y a eu des incitatifs, des programmes pour inciter la production de ces véhicules à zéro émission. Pour ça, il y a un nouveau fonds qui a été mis en place pour attirer les investissements dans cette production à zéro émission de 1,5 milliard de dollars, mais également sur la production de carburant propre, donc pour développer d'autres alternatives aux carburants qui existent. Pour cela, il y a aussi un certain nombre de mesures qui ont été mises en place, de mesures fortes, comme la réduction du taux d'imposition des sociétés pour ces entreprises qui sont impliquées dans ces types de développement. Incitatif à l'investissement accéléré aussi, avec des possibilités de dépréciation de l'amortissement jusqu'à hauteur de 100% pour ces entreprises qui investissent dans des équipements d'énergie propre. Dans l'automobile aussi, pour reprendre une des thématiques finalement de la mobilité, au cours des derniers mois, plusieurs constructeurs comme Ford, Stellantis ou encore General Motors ont annoncé des investissements ou des réinvestissements très importants au Canada, de 1,5 milliard par exemple pour Stellantis, 1,8 pour Ford en Ontario, pour s'engager finalement à transformer leurs usines pour fabriquer des véhicules électriques. Et ce sera vraiment la première fois au Canada que des véhicules électriques en entier, je dirais, seront construits. Donc c'est aussi un fort engagement.
Sur d'autres secteurs, dans le ferroviaire, on voit aussi beaucoup d'opportunités, tant au niveau municipal, provincial que fédéral, avec des villes comme Québec, Ottawa, Edmonton, Vancouver, Montréal aussi, sont à développer des nouveaux projets de mobilité durable. Parler du fédéral également, donc au niveau du gouvernement du Canada a lancé récemment un processus d'approvisionnement pour créer un nouveau service ferroviaire. Donc en fait, c'est vraiment la construction d'une nouvelle ligne ferroviaire entre la ville de Québec et la ville de Toronto. Ce qui est un projet majeur, c'est un des plus gros projets d'infrastructure depuis des décennies au Canada, avec un train, alors non à haute vitesse, mais à haute fréquence. Donc c'est quelque chose, c'est vraiment le projet majeur, je dirais, dans le ferroviaire au Canada actuellement. Également, dans la filière batterie, on voit des développements. En plus des ressources d'énergie abondantes, je dirais d'énergie renouvelable disponible, le Canada, c'est aussi un des pays où on a les matières premières primaires, je dirais, toutes les matières premières nécessaires pour la construction de batteries, pour les véhicules électriques, notamment au Québec et en Ontario. Enfin, ok, c'était pour l'autre, mais en tout cas. Enfin, une autre filière aussi, c'est la filière hydrogène. Le Canada a lancé donc en début d'année, en fin d'année dernière, au mois de décembre, sa stratégie vraiment fédérale sur l'hydrogène, qui devrait être aussi un des autres éléments clés pour atteindre cette carboneutralité d'ici 2050. Et là aussi, le Canada a des forces et des atouts, notamment l'abondance de matières premières, je dirais de production d'énergie à faible intensité carbone, parce qu'il y a beaucoup d'électricité notamment, mais aussi d'autres énergies. Il y a un secteur énergétique très fort, très mature aussi, avec une main-d'œuvre qui est formée aussi pour ces secteurs-là. Et à titre d'un exemple, c'est le Air Liquide qui a inauguré cette année d'ailleurs le plus grand électrolyseur en membrane PEM en fait au Canada, au Québec. Donc c'est un exemple aussi de ce qui est fait. Et puis il y a plusieurs autres projets en développement dans ce secteur-là. Donc là, c'était vraiment pour mettre vraiment le contexte de pourquoi le Canada recherche ces opportunités, pourquoi il y a des opportunités. Maintenant, qu'est-ce qui existe actuellement et qui peut faire en sorte que ce soit favorable pour vous aussi, pour vous développer, c'est finalement un écosystème d'innovation majeur, je dirais, notamment dans le secteur de la mobilité. Et on revient à un des points de Nicolas vraiment sur l'innovation, c'est quelque chose à mettre en avant. Quand on parle d'innovation, donc au Canada, on parle de plusieurs sous-secteurs. L'intelligence artificielle en est un, où le Canada est véritablement un leader mondial, on peut le dire, par la force de ses établissements de recherche, par ses chercheurs, par ses entreprises qui sont impliquées sur ces thématiques d'intelligence artificielle. Vous avez plus de 1000 entreprises au Canada répertoriées qui sont impliquées dans les thématiques d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une des thématiques. Si on prend juste à simple titre la province de l'Ontario, donc comme on l'a vu tout à l'heure, l'Ontario, il y a 5 constructeurs automobiles, plus des centaines de fournisseurs de ces constructeurs dans le secteur automobile. Et l'Ontario, on retrouve aussi plus de 20 000 entreprises des TIC. Donc c'est l'écosystème aussi innovant. C'est le deuxième écosystème tech, je dirais, en Amérique du Nord, après la Silicon Valley. Donc c'est vraiment quelque chose de très important. Grande région de Toronto, mais aussi d'autres villes, vraiment sur tout le couloir jusqu'à la frontière américaine. Et finalement, cette alliance entre les entreprises de transport, de mobilité et cette thématique, cette force, je dirais, dans l'innovation et notamment l'intelligence artificielle, ça a amené ces entreprises aussi, alors qu'on parle de grandes entreprises comme General Motors ou Ford, qui ont monté en Ontario des centres de R&D dédiés, notamment aux véhicules connectés, aux véhicules autonomes, parce qu'ils voient qu'il y a la force de cet écosystème. Ça, c'est des grands groupes qui ont plusieurs centaines de personnes à travailler sur ces thématiques dans l'Ontario, mais également d'autres entreprises comme BlackBerry, donc QNX, ou également Apple, qui ont aussi des centres de R&D dédiés aux véhicules autonomes et véhicules connectés dans l'Ontario. Donc au-delà de ces entreprises, on retrouve aussi un écosystème, par exemple le réseau donc Avin qu'on voit en haut à gauche sur le véhicule autonome,
qui ont des projets de collaboration de R&D sur ces thématiques également. Il y a aussi une zone de démonstration, donc à Stratford également dans l'Ontario, avec 6 sites régionaux qui permettent aux entreprises de tester finalement leur technologie, que ce soit sur le développement de véhicules connectés, sur des prototypages, sur la validation, la commercialisation de nouvelles technologies émergentes. D'autres exemples aussi à Ottawa, on retrouve le Area XO, qui est également un grand complexe de 350 hectares où les entreprises peuvent tester finalement et travailler sur plusieurs thématiques, alors pas seulement sur la mobilité, que ce soit sur la télécommunication, dans l'agriculture, tout ce qui est finalement monde connecté. Ça, c'est des choses récentes dans la région d'Ottawa. Et puis je dirais à retenir, au Canada, il y a un fort lien qui existe vraiment entre l'industrie et la recherche et le développement. Et souvent, ces liens-là, ils sont faits alors, sous des clusters qu'on va appeler des grappes ou des associations, en tout cas un réseau important qui travaille là-dessus. Au Québec, par exemple, on retrouve Propulsion Québec, donc il y a une grappe, un cluster sur les transports électriques et intelligents, où on a des entreprises comme Alstom, comme Bolloré Blue Solutions ou comme AK Technologies qui sont membres et qui participent, je dirais, activement à ces pôles. On a également le QTRIC ou CRITUC, qui est en fait un consortium vraiment de recherche et d'innovation sur le transport urbain. Donc ils cherchent également des nouvelles façons, des nouvelles manières de mobilité pour le transport urbain. Donc là encore, on retrouve à la fois des entreprises innovantes, des grands groupes et également les régies de transport qui travaillent ensemble pour amener ces nouveaux modes de mobilité, je dirais, au niveau municipal, au niveau régional. Un autre exemple en bas à droite, vous reconnaissez peut-être le logo de Tesla, donc en Nouvelle-Écosse, donc plus à l'est, à l'université de Dalhousie, donc à Halifax. Où il y a qui travaille de manière très proche, je dirais, avec Tesla sur des thématiques et une chaire de recherche en fait sur le stockage de l'énergie électrique. Donc une grosse collaboration entre cette université et Tesla sur ces thématiques-là. C'est quelque chose qui existe depuis plusieurs années, qui vient d'être renouvelé jusqu'à 2026. Donc également, on retrouve à la fois l'innovation et sur la batterie électrique également. Si on reste toujours, je dirais, dans l'est du Canada, région d'Halifax, grosse présence également donc, de l'entreprise Michelin avec plusieurs sites de production au Canada qui sont principalement en Nouvelle-Écosse. Et je cite Michelin parce que Michelin, comme vous le savez peut-être, organise chaque année son événement qui s'appelle Moving On. Cette année en virtuel, mais enfin c'est un événement qui est organisé chaque année à Montréal. Et c'est son événement, je dirais, mondial majeur sur la mobilité durable. Donc on est vraiment dans cette thématique-là, ce qui montre bien, je dirais, l'implication et l'importance qu'a cette thématique au Canada. Pour conclure, voilà, c'est ça. Donc, vous travaillez enfin, du véhicule à la batterie jusqu'au carburant propre, que vous soyez plus intéressé sur la production, sur la recherche, le développement, sur l'ingénierie. On pense, en tout cas on est convaincu que le Canada a beaucoup de choses à offrir pour vous dans cette mobilité, dans le cadre de vos développements à l'international, dans le cadre de vos développements en Amérique du Nord. Il y a beaucoup de choses à regarder au Canada. Et puis ça nous fera plaisir de parler avec vous directement plus tard aujourd'hui. Merci Guillaume. Le but aujourd'hui, c'était vraiment juste de vous montrer un aspect, une thématique qui est d'intérêt au Canada, qui était sur la mobilité durable. Et même sur la mobilité durable, il y a plein de sous-thématiques, comme Guillaume l'a très bien exposé, que ce soit de la filière batterie aux plateformes de mobilité, de l'hydrogène à d'autres carburants propres. Il y a un éventail d'opportunités de développement et de R&D, d'innovation qui peuvent se faire au Canada. Un des points que Guillaume a mentionné, c'est vraiment cette relation entre l'industrie et les PME, les startups, l'écosystème d'innovation et les structures de recherche et de développement. Ce triangle de coopération est extrêmement
actifs au Canada et c'est vraiment ce qu'on essaie de vous transmettre aujourd'hui. Nous, en l'ambassade, notre rôle est vraiment de vous accompagner, de vous aiguiller vers les bonnes personnes pour le développement de votre projet, que ce soit un projet d'implantation ou de co-innovation avec des partenaires canadiens. Sur les implantations vers le Canada, on a deux collègues, évidemment Guillaume qui touche un certain nombre de sujets, que ce soit pas seulement la mobilité durable, mais aussi les sciences de la vie, l'agroalimentaire, l'infrastructure. Ce sont des thématiques que Guillaume peut aborder avec vous. Mais aussi, j'ai une autre collègue, Constance Terrier, qui va, elle, se spécialiser dans tout ce qui est le numérique et l'aérospatiale. Donc, on est vraiment spécialisé au niveau sectoriel. Donc, si vous avez des projets qui ne sont pas sur la mobilité durable, il ne faut pas hésiter d'aller voir soit Constance ou pour les autres sujets, Guillaume. Donc, merci de votre attention. Je pense qu'on a encore un peu de temps pour des questions. Donc, si vous avez des questions, on est disponible. Merci pour la présentation. Moi, j'avais une question plutôt sur donc la filière, plutôt des matériaux, s'il y a des nouvelles opportunités au Canada qui s'ouvrent, notamment avec la mobilité durable ou tout ce qui est le développement durable. Absolument. Les matériaux, que ce soit des nanomatériaux, il y a des clusters qui sont spécifiques à ces thématiques. Ce que je vous suggère, c'est d'aller après parler avec mon collègue François Gauthier, qui est juste là, qui est une des thématiques qu'il suit de très près. Les matériaux, c'est évidemment dans le secteur de l'automobile, mais aussi dans le secteur de l'aérospatial, où le Canada a une très forte expertise. Dans ce secteur, il y a des centres de recherche qui sont spécifiques sur ces thématiques. Donc, c'est, oui, un sujet qui nous intéresse. Puis je vous suggère vraiment d'aller échanger avec François. D'accord, merci. Une autre, est-ce que quelqu'un a une autre question ? Est-ce que dans la branche BTP, Alain Schellecker, New Technology BTP, il est facile d'exporter ou d'importer via le Canada du matériel de TP, des camions, des choses comme ça, très spécifiques quoi, pour la technologie dans les bâtiments trop publics ou même la dépollution, des choses comme ça? Le grand secteur du BTP, c'est probablement le secteur où on a la plus forte présence française. On a énormément des grands groupes français qui sont présents, autant en termes de nombre de filiales. Vinci a plus de 80 filiales différentes au Canada, mais pas que les Vinci et les Bouygues, mais jusqu'à des plus petites structures qui sont dans le désamiantage ou la géotechnique ou des spécialités très, très niches. Sur l'exportation de véhicules, évidemment, il y a les standards, il faut qu'ils rencontrent les règles nord-américaines et canadiennes, mais oui, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Puis on pourra se parler après. On a encore le temps pour une ou deux questions. Moi, j'ai une petite question. Je voulais savoir si justement vous avez déjà travaillé sur avec des entreprises françaises sur des projets dans la mobilité durable sur les dernières années. Je pense qu'il n'y a pas une journée qu'on ne travaille pas avec un groupe français sur un projet de mobilité, que ce soit des grands groupes. Quelle typologie d'entreprise? On travaille avec des groupes du 440 sur développer des projets d'implantation, de développement de produits au Canada, comme ce que Michelin fait, mais également plusieurs autres types, jusqu'à des plus petites structures, PME, start-up, sur l'implantation de projets de démonstration, de collaboration, de recherche et développement, d'implantation de leur plateforme de gestion de mobilité. Donc, le type de projet est très, très varié, varie aussi des écosystèmes. En ce moment, tu dois avoir une quinzaine de projets au moins
juste sur la thématique de la mobilité. Donc, il n'y a pas un type, c'est vraiment très large comme éventail. Donc, c'est pour ça que notre approche n'est pas générique. Elle n'est pas générale, elle est vraiment personnalisée selon votre projet, vos intérêts. Et on est ouvert à travailler avec tout type d'entreprise. On ne cherche pas juste les Michelin, ils sont là déjà. Ce qui nous intéresse, c'est les nouveaux Michelin, les nouveaux créateurs d'entreprises qui sont ici devant nous. Et une dernière petite question, est-ce qu'il y a une préférence ou une préférence géographique d'implantation des projets français que vous avez peut-être repéré ou il y a une approche sur tout le Canada? Il y a clairement une approche sur tout le Canada parce que les opportunités sont différentes, les intérêts sont différents, les relations, les besoins sont différents. Historiquement, il y a souvent les PME, surtout les PME françaises, qui vont aller dans un premier temps vers le Québec, vers Montréal, parce qu'il y a des affinités linguistiques, des réseaux qui sont déjà bien établis. Ceci dit, je vous dirais que de plus en plus, ce qu'on voit, c'est que les gens ne passent pas par cette première étape avant une expansion plus vers l'ouest. Je pense qu'il y a une maturité, une reconnaissance que les opportunités d'affaires sont peut-être ailleurs que juste à un endroit. Donc, les gens vont aller maintenant de plus en plus directement vers Toronto, vers l'Alberta, vers la Colombie-Britannique, parce que les besoins, parce que les opportunités d'affaires se trouvent là. Inévitablement, ce qu'on voit souvent de façon générale, première implantation autour de Montréal, une expansion vers Toronto, puis une bifurcation vers les États-Unis par la suite. C'est vraiment un cheminement qu'on voit de développement et c'est une progression. Une première, plus petite expansion à l'étranger et ensuite il continue à se développer sur le continent nord-américain. Merci beaucoup. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet atelier. En tout cas, merci beaucoup Nicolas, Guillaume, et merci de nous avoir fait le plaisir d'intervenir aujourd'hui. Puis surtout je pense de nous présenter. Donc là, c'était sous l'angle de la mobilité durable, mais je pense que Nicolas, vous avez bien insisté sur l'ensemble des opportunités qui existent au Canada pour les entreprises françaises, et peut-être justement insister sur le fait que donc il y a le Québec, c'est bien, on a des liens historiques avec le Québec, avec la langue, mais que voilà, il faut pas hésiter à aussi vouloir s'implanter et oser s'implanter dans le Canada anglophone, donc l'Ontario, l'Alberta, et je pense que les 4 personnes présentes de l'ambassade du Canada en France sont prêts à répondre à toutes vos questions. En tout cas, c'est inspirant, ça donne envie, et puis voilà, pensez au Canada. Merci beaucoup. Merci beaucoup.